allons travailler la thématique sur comment prévenir ces impacts sur mon troupeau laitier. Donc, voici le plan qu'on vous propose avec Jean-Pierre. Donc, tout d'abord, je vais vous donner une définition du stress thermique, puis nous verrons ses conséquences sur les bovins, et enfin, nous verrons quelles solutions mettre en place dans vos exploitations pour limiter ces impacts. En deux temps, une partie sur l'alimentation que j'animerai, et une deuxième partie animée par Jean-Pierre sur l'aménagement du bâtiment. Donc, si on débute par la définition. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la vache laitière évolue dans une zone de confort de température allant de -5 à +20 degrés. Et que la vache laitière a une température corporelle constante de 38,5 degrés. Cette température est constante grâce à des mécanismes de thermorégulation. Et dès que la température extérieure augmente, la vache va utiliser ces mécanismes pour baisser sa température corporelle. Néanmoins, lorsque les températures extérieures sont trop importantes, cette température corporelle peut dépasser le seuil de 38,5 degrés et donc la vache est en stress thermique. Le stress thermique, il est fonction de 4 paramètres, la température ambiante, l'humidité relative, le rayonnement solaire et la vitesse de l'air. Donc, comment mesurer le stress thermique sur vos exploitations? Donc, le stress thermique s'évalue grâce à l'ITH. Donc, l'ITH, c'est l'index de température-humidité. Donc, comme son nom l'indique, il est fonction de la température et de l'humidité. Donc, comme vous pouvez le constater sur ce graphique, il y a différentes valeurs d'ITH qui va conférer un stress plus ou moins important pour l'animal. Donc, si l'ITH est inférieur à 68, l'animal est en condition de thermoneutralité, c'est-à-dire que la chaleur n'impacte en aucun cas ses performances. Dès que l'ITH dépasse 68, l'animal est dans un stress léger. Dès qu'il dépasse 72, il est dans un stress modéré. Dès qu'il dépasse 78, il est dans un stress sévère. Donc, comme vous pouvez le voir sur le graphique, cette valeur est fonction donc, de l'humidité relative et de la température. Donc, si on se projette au niveau de la Normandie, où on est sur des niveaux d'humidité relative compris entre 50 et 70%, donc on voit que l'animal entre en stress léger dès 21-22 degrés, en stress modéré dès 24-25 degrés et en stress sévère dès 28-30 degrés. Donc, concrètement, nous en Normandie, sommes-nous concernés par le stress thermique? Ici, vous avez la représentation graphique de l'évolution de l'ITH journalier donc en 2020 sur le département du Calvados. Et ici, vous avez une première ligne jaune qui représente la ligne de seuil modéré, le stress modéré, et la ligne orange qui représente la zone de stress sévère. Donc, ce qu'on constate, c'est que dès le mois de juin, du mois de juin jusqu'au mois de septembre, on a eu des périodes sur 2020 où on avait du stress. En moyenne, on a eu environ une quinzaine de jours en stress modéré, on a également eu quelques pics en stress sévère. Donc, cette tendance que je représente pour le Calvados est la même pour les trois autres départements de la zone littorale normande. Néanmoins, il faut noter que le département de l'Eure est le département où le stress thermique est le plus important sur notre territoire. Inversement, le département de la Manche, et notamment la pointe Cotentin, est beaucoup moins touché que les autres départements par le stress thermique. Donc, pour mesurer le stress thermique, donc cet ITH sur vos exploitations, il existe différentes applications. Et notamment, là, depuis début juin, Medria a mis en place une nouvelle application qui vous permet de mesurer les ITH sur vos exploitations. Donc, avec une projection à 6 jours, avec des alertes éleveurs qui vous sont communiquées si on a des seuils de stress thermique annoncés, et également un historique des THI sur votre exploitation. Et enfin, en automne 2021, grâce à Medria, on va pouvoir vous chiffrer les impacts du stress thermique sur votre élevage, sur la production laitière, sur les performances de reproduction et également sur le comportement et la santé de vos animaux. Donc maintenant, nous allons voir les conséquences du stress thermique sur les bovins. Donc la première conséquence, ça va être une modification du comportement. Donc, pourquoi l'animal modifie ce comportement? Puisque l'animal va rester debout beaucoup plus longtemps. Pourquoi la vache laitière va rester debout beaucoup plus longtemps? C'est qu'elle va vouloir évacuer un maximum de chaleur. Donc, pour faire ceci, elle va rester debout. Donc, cet indicateur, on le voit très bien également avec nos outils Medria. Ici, vous avez la représentation graphique des temps passés debout sur juillet 2019 sur une exploitation. Donc, en orange, on voit les temps passés debout. Et sur la journée du 23 juillet 2019, on avait eu un stress très important, un THI de 83. On voit bien qu'on a eu une augmentation du temps passé debout. Donc, cette augmentation de temps passé debout n'est pas sans conséquence pour la vache laitière, puisque ça va induire des problèmes de boiterie, donc plutôt 2-3 mois post-période de stress thermique. Les animaux vont également rechercher à se coucher dans des endroits plus frais et humides, par exemple dans les couloirs de raclage, les lieux ombragés, dans les courants d'air.
La deuxième conséquence du stress thermique, ça va être une baisse d'ingestion. Donc la baisse d'ingestion, pourquoi les animaux vont baisser d'ingestion? En fait, d'elle-même, la vache va souhaiter réduire son métabolisme, donc elle va réduire l'ingestion. Donc pourquoi elle veut réduire son métabolisme? Puisque plus une vache mange, plus elle va digérer au niveau du rumen, et le rumen est une source de production de chaleur importante. Donc d'elle-même, pour produire moins de chaleur, elle va limiter son ingestion. Et l'effet n'est pas immédiat, on constate l'effet dans les 2 jours qui suivent l'élévation de la température. Et cette modification d'ingestion, elle porte plus sur les fourrages que pour les concentrés. Donc pour chiffrer cette perte d'ingestion, je vous présente ici un graphique qui représente l'évolution de la matière sèche ingérée en fonction de la température de l'air. Donc ici, on voit bien que plus la température de l'air augmente, plus l'ingestion diminue. Et en moyenne, dans cette expérimentation, on voyait qu'on perdait 0,8 kg de matière sèche par degré supplémentaire au-delà de 25 degrés. Donc l'expérimentation a été faite en situation de stress modéré puisqu'on était sur un THI de 72. Également, grâce à nos outils Medria, on voit très bien ces baisses d'ingestion. Vous voyez ici, vous avez en rouge l'évolution des ingestions au niveau d'un troupeau sur le mois de juillet-août 2019. On voit bien qu'ici, en août 2019, on a une grosse période de forte chaleur, on voit bien une grosse chute d'ingestion, et après, l'ingestion qui a du mal à remonter malgré les températures qui ont baissé. Troisième conséquence, qui suit la conséquence de la baisse d'ingestion, on a des baisses de production laitière. Donc pour chiffrer ces baisses de production laitière, je m'appuie sur une étude réalisée par des Italiens sur 6 ans, sur environ 200 000 vaches laitières et sur environ 500 élevages. Ici, vous avez la production laitière en fonction du THI. Donc on voit bien que dès que les animaux sont en stress léger, on a une perte de lait en moyenne de 1 kg. En stress modéré de 3 kg et en stress sévère de 5 kg. Donc nous, si on se projette au niveau de la Normandie, on a des seuils plutôt entre le léger ou le modéré, donc on va évaluer nos pertes laitières autour de 1 et 3 kg. Donc ces baisses de production laitière, on les a également constatées dans nos élevages. Donc là, vous avez l'exemple de production laitière dans un élevage de l'Eure en juin 2019. On voit bien que autour du 22 juin, on a eu un fort pic de chaleur. On a monté sur un THI de 82. On voit bien qu'on a eu une baisse significative de la production laitière. On a perdu en moyenne 3 kg de lait et on voit bien que le lait a eu du mal à remonter à son niveau initial. Enfin, dernier effet sur les vaches laitières, l'effet sur les performances de reproduction. Donc ici, vous avez l'évolution du taux de conception, donc du taux de réussite à l'insémination, en fonction de l'ITH. Donc on voit bien que dès que l'ITH monte et s'approche des 70, on a une chute significative des performances de reproduction, de réussite à l'insémination. Donc maintenant, quel est l'impact sur les vaches taries? Donc oui, il n'y a pas que nos vaches laitières qui souffrent du stress thermique, mais également les vaches taries. Donc ici, quel est l'impact sur la lactation suivante? Donc ici, je vais vous présenter les résultats d'une étude où il y a eu 2 lots de prépavélage. Un lot témoin où les vaches en prépavélage étaient mises en condition de thermoneutralité, c'est-à-dire qu'elles ne souffraient pas de stress thermique, et un lot stress thermique où les vaches étaient mises en situation de stress thermique. Ce qu'on constate, c'est que sur la courbe, on voit bien des différences de production laitière sur la lactation suivante, allant en moyenne de 3 à 4 kg de lait sur l'ensemble de la lactation. Et maintenant, quel est l'impact sur la descendance de ces vaches thermiques? Pareil, une autre expérimentation, mais avec le même protocole expérimental, un lot témoin avec des animaux en prépavélage mis en condition de thermoneutralité, un lot essai avec des animaux mis en situation de stress thermique. Ce qu'on constate, c'est que les vaches mises en situation de stress thermique donnent naissance à des veaux qui sont plus légers, des différences d'environ 6 à 7 kg à la naissance. À la fin, ces veaux sont sevrés à des poids plus faibles, des différences d'environ 10 kg au sevrage. Et si on se projette sur la première lactation de ces génisses nés de vaches issues en préparation de vaches du lot stress thermique, on voit bien qu'il y a également des différences de production laitière, en moyenne environ 3 à 4 litres également sur la première lactation. Donc cette étude nous montre donc des génisses moins lourdes à la naissance, des conséquences sur la première lactation, et également dans cette étude, où il y avait des résultats sur des durées de gestation plus courtes pour les animaux qui sont en stress thermique, et également donc des poids 6 mois plus faibles pour les génisses laitières. Donc maintenant,
quelles sont les solutions pour limiter l'impact du stress thermique donc avec la première partie sur l'alimentation que je vais animer. Donc la première priorité, bien sûr, c'est l'abreuvement. Offrir de l'eau en quantité et en qualité suffisante. Bien sûr, nous, quand il fait plus chaud, on boit plus. Les vaches laitières, c'est exactement pareil. Ils ont des besoins en eau qui augmentent de 20-30% lors des fortes chaleurs. Donc, qu'est-ce que offrir de l'eau en quantité suffisante? Il y a une recommandation qui est plutôt bien acceptée actuellement, où on recommande dans les élevages 8 à 10 cm de point d'eau par vache. Si on se projette sur un troupeau de 100 vaches, ça veut dire qu'il faut 10 mètres d'abreuvoir. Alors attention également au positionnement de ces abreuvoirs. Ces abreuvoirs ne doivent pas être positionnés dans des coins ou dans des cul-de-sac, puisque sinon les animaux qui sont dominés n'iront pas fréquenter ces abreuvoirs-là. Il n'y aura pas suffisamment d'eau pour ces animaux-là. Également, l'eau doit être propre. Donc, on vous conseille, en période de forte chaleur, de nettoyer vos abreuvoirs quasiment quotidiennement, afin d'offrir une eau de très bonne qualité à nos vaches laitières. Et les abreuvoirs doivent être également bien répartis donc, dans le bâtiment, puisque les vaches laitières ne doivent pas faire plus de 20 mètres pour accéder à un point d'eau. Et également, dans le pâturage, elles ne doivent pas faire plus de 100 mètres pour accéder au point d'eau. Pensez également à vos vaches taries, et notamment aux vaches en prépavélage. On constate des problèmes de non-délivrance l'été en élevage qui sont liés à des manques d'eau sur les vaches en prépavélage. Donc, je vous conseille vivement d'ajouter un point d'eau sur vos vaches en prépavélage sur cet été. Pensez également à vos veaux. Je répète que les veaux ont un besoin en eau dès les premières heures de vie. Cette recommandation-là, elle est également vraie l'hiver, mais elle est encore plus vraie l'été. Mettez de l'eau à vos veaux dès les premières heures de vie. Donc, l'idéal, c'est de mettre de l'eau dans un seau et le seau le mettre à l'eau. Le deuxième levier, ça va être de limiter les baisses d'ingestion. Donc, pour limiter les baisses d'ingestion, je dirais qu'il faut offrir la ration de la meilleure qualité possible, et une ration de meilleure qualité dit très bonne qualité fourragère de notre ration. Donc, il faut utiliser donc, des fourrages qui sont de très bonne qualité, donc ça veut dire des fourrages qui ne chauffent pas. Donc, pour ça, je vous rappelle les recommandations, plutôt des silos orientés nord-est, parce que c'est des silos qui ne prennent pas l'eau ni le soleil. Utilisez des fourrages de silos qui sont bien stabilisés, donc mini 2-3 mois de fermentation. Si vous faites une coupe d'herbe sur mai-juin, évitez de la donner dès début juillet, puisqu'on risque d'avoir pas suffisamment de temps de fermentation. Si possible, c'est vrai que plus le front d'attaque va être rectiligne, moins on risque d'avoir des échauffements au niveau du front d'attaque. Et également, autre critère de réussite pour stabiliser les silos, ça va être utiliser des conservateurs à base de bactéries hétérofermentaires. Et si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas, vous pouvez aussi utiliser des acidifiants, ça va permettre de calmer les reprises de fermentation sur le front d'attaque. On vous conseille également d'adapter la distribution de la ration. Alors, si vous êtes en 2 distributions, plutôt tôt le matin et en fin de journée, avec une majorité le soir. Et surtout, ne pas laisser la ration dans la mélangeuse si vous êtes en 2 distributions par jour. Et si vous faites une seule distribution, on vous conseille plutôt en fin de journée. Néanmoins, les vaches vont mettre du temps à anticiper, à s'habituer à ces nouvelles pratiques. Donc, on vous recommande d'anticiper ces nouvelles périodes de distribution plutôt 3-4 jours avant les fortes chaleurs annoncées. S'il y a toujours une part de pâturage dans votre ration, on vous conseille de sortir plutôt les animaux la nuit et de laisser les animaux en bâtiment la journée, afin qu'ils se préviennent des rayonnements du soleil qui peuvent être importants la journée. Pour stimuler les ingestions, vous pouvez également ajouter de l'eau dans les rations. On a de superbes retours terrain d'ajout d'eau dans les rations où on stimule vraiment les ingestions grâce à l'ajout de l'eau dans les rations. Vous pouvez également ajouter de la mélasse. Il est important également qu'on ait une auge propre. Donc, qui dit auge propre, on vous conseille vraiment de retirer les refus tous les jours. Et si malgré tout ça, vous constatez des échauffements à l'auge, vous pouvez ajouter des stabilisateurs de ration. Donc, le troisième levier, pour compenser ces baisses d'ingestion et donc du coup pour prévenir la baisse laitière, ça va être de reconcentrer les rations en énergie. Donc, avec quel type d'énergie? Plutôt avec de l'amidon bypass. Pourquoi l'amidon bypass? Puisqu'il nous faut des concentrés peu fermentescibles, donc des concentrés qui ne vont pas se digérer au niveau du rumen. L'objectif, c'est d'avoir une moins grande production de chaleur par la digestion du concentré. Donc en amidon bypass, on peut vous conseiller le maïs grain sec ou la pomme de terre par exemple. En respectant toutefois la recommandation de ne pas dépasser 25% d'amidon dans les rations. Ou alors, vous pouvez également utiliser des matières grasses protégées.
type hydrogéné ou fractionné. Donc là, on sera également sur une digestion uniquement intestinale, aucune digestion au niveau du rumen. Et là, l'intérêt de ces matières grasses-là, c'est qu'on est sur une valeur énergétique très élevée. Je vous rappelle, le seuil maximum, ne dépassez pas 4-5% de matière grasse dans la ration. Dernier levier, il faut également revoir les équilibres en minéraux. Pourquoi? Puisque la vache laitière, en période de stress thermique, urine plus, puisqu'elle boit plus, donc elle va perdre plus de sodium dans ses urines. Donc il faut compenser ces pertes. Donc on vous conseille de remonter le niveau de sel de vos rations, autour de 100 à 120 grammes, pour atteindre des concentrations en sodium entre 3 et 4 grammes par kilo de matière sèche. Également, pour contrer l'acidose ruminale qui a pu se développer à cause du stress thermique, on vous conseille d'augmenter le pouvoir tampon de la ration. Donc, en augmentant la BACA de la ration entre 300 et 350, donc ça va passer par un ajout de bicarbonate entre 100 et 150 grammes. Enfin, dernier point, qui est quand même souvent oublié dans les élevages, vérifiez bien le niveau de potassium. Donc pourquoi? Puisque les vaches laitières perdent énormément de potassium dans le lait, et en été, il faut absolument reconcentrer les rations en potassium. Alors comment? Le levier le plus simple que je vous recommande, c'est d'ajouter des fourrages verts dans vos rations. Donc, soit des ensilages d'herbes précoces, des ensilages de luzerne. Et pour avoir des bons niveaux de potassium, il faut quand même en mettre des quantités déjà assez significatives, aux alentours de 3, 4, voire 5 kg de matière sèche. Par la voie minérale, vous pouvez également ajouter du carbonate de potassium. L'objectif, c'est de s'approcher de la recommandation de 15 grammes par kilo de matière sèche en potassium. Néanmoins, si vous montez le niveau de potassium de la ration, pensez bien à vérifier le niveau de magnésium, puisque les deux éléments sont corrélés ensemble pour leur valorisation. Donc, dernier point, au niveau de San Élevage, pour répondre à la problématique stress thermique, nous avons sorti un nutritionnel, donc le Thermosan. Nous avons déjà 2 étés de recul sur les performances du Thermosan. Donc, le Thermosan, il a pour objectif donc, de couvrir les besoins en sodium et en potassium de nos animaux, de stimuler l'ingestion, puisqu'il est composé d'extraits de plantes qui permettent de stimuler l'ingestion. Il a un pouvoir tampon très élevé, puisque sa valeur BACA est de plus 6000 milliequivalents par kilo de matière sèche. Et également, pour prévenir l'acidose ruminale, on a formulé avec des sels d'acide qui permettent de prévenir l'acidose ruminale. Donc le Thermosan, on vous conseille de l'utiliser à hauteur de 100 à 200 grammes en fonction d'intensité du stress thermique, ce qui revient à un investissement de 18 à 36 centimes par vache et par jour. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Pierre qui va vous parler des leviers au niveau de l'aménagement de vos bâtiments. Merci Olivier. Donc on va continuer notre réflexion sur l'aménagement et sur comment se préparer à ce que nos vaches résistent le mieux possible au stress thermique. On va parler d'aménagement du bâtiment. Olivier nous l'a rappelé tout à l'heure, les vaches, pour évacuer de la chaleur, pour évacuer des calories, elles vont avoir tendance à rester debout. Donc la première chose à faire dans son bâtiment, et c'est des choses que vous pouvez faire dès aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez largement anticiper, ça va être de vérifier le confort des vaches, que ce soit d'ailleurs en logette ou que ce soit en air paillé. On va d'abord vérifier qu'il y ait une place par vache. Il faut que toutes les vaches puissent se coucher en même temps, il faut que toutes les vaches puissent aller s'alimenter en même temps. Donc on va vérifier dans le bâtiment, on est bien une place par vache. Et dans le logette, aujourd'hui ou là, pendant l'hiver, vous allez regarder comment les animaux, comment vos vaches fréquentent les logettes. Et on va éventuellement adapter les réglages, revoir les réglages. Idem pour les vaches taries, on va aller voir dans le logement des vaches taries si le logement est confortable et si elles sont entre guillemets bien installées. La partie suivante pour améliorer, ça va être améliorer la ventilation naturelle du bâtiment avec 3 piliers importants. 3 piliers, c'est d'abord réduire l'humidité. Voilà, Olivier nous l'a rappelé tout à l'heure, l'ITH, ça tient compte de l'humidité. Donc on va avoir une aire paillée qui est la plus saine possible, par de remontée d'eau, par d'écoulement d'eau dans la stabulation. On va avoir un couchage, un matériel absorbant au niveau des logettes qui va permettre d'absorber un maximum d'humidité, un maximum d'urine, toutes ces humidités, toute l'urine. Et puis on va nettoyer fréquemment les aires d'exercice pour encore diminuer toute cette humidité. On parlera après de réduire le rayonnement. Je vais vous parler tout de suite de ce qu'on appelle le rayonnement indirect. C'est toutes ces maçonneries, toutes ces constructions qui vont absorber toutes les calories pendant la journée et qui vont les restituer pendant la nuit, rendant encore cette situation plus inconfortable. Et puis enfin, on va augmenter les vitesses d'air. Alors si je passe sur le rayonnement, on a parlé du rayonnement indirect, on va s'occuper du rayonnement direct, on va essayer de mettre au maximum les animaux à l'ombre, que ce soit d'ailleurs en pâture ou que ce soit en pâture ou que ce soit en stabule, c'est valable tout à fait pour les systèmes pâturants. Il va falloir réfléchir à des systèmes où on peut les mettre à l'ombre, il va falloir trouver des choses pour les mettre à l'ombre. Et ne pas que les animaux se retrouvent tous regroupés au même endroit
pendant toute la journée en étant debout. Hein. Dans la stabulation, on va éventuellement fermer des ouvertures exposées, hein, que ce soit les côtés sud, sud-ouest. On va voir si on ne peut pas les fermer, les obstruer. Je pense aussi aux translucides qu'on va essayer d'obturer au maximum. Hein. Aujourd'hui, on voit des bâtiments où il n'y a plus de translucides sur le toit, ou en tout cas la construction, on va essayer de ne pas en mettre du côté sud-sud-ouest, hein, pour limiter au maximum le rayonnement sur les animaux, le rayonnement direct sur les animaux. On va ouvrir le bâtiment au maximum la nuit pour faire rentrer là aussi un maximum d'air frais pendant la nuit, pour refroidir un maximum le bâtiment. Et puis éventuellement, j'ai mis une petite photo ici, on va essayer d'adapter des débords de toiture, hein, par exemple ici pour protéger la ration. Hein. Olivier nous a expliqué tout à l'heure que la ration pouvait chauffer, elle peut aussi chauffer par rayonnement, donc on va adapter éventuellement certains débords de toiture, on va prolonger la toiture pour amener de l'ombre sur la ration. La partie suivante, c'est améliorer la ventilation du bâtiment, la ventilation naturelle. Alors classiquement, il y a deux systèmes, hein. Il y a l'effet cheminée. Alors l'effet cheminée, en été, on l'oublie. Ah, il y a de l'air chaud partout, donc il n'y a pas d'air chaud qui monte. Ah, il n'y a pas d'air chaud qui monte, il n'y a pas cette montée de chaleur vers la faîtière. Ça ne marche pas en été. Il va falloir uniquement se concentrer sur la ventilation transversale, sur l'effet vent, c'est-à-dire que le vent qui rentre d'un côté doit ressortir de l'autre et créer un courant d'air dans le bâtiment. Donc, c'est des dispositions aussi qui sont importantes dans les bâtiments aussi aujourd'hui, dans les bâtiments qui sont très larges, hein, on peut dire avec les constructions. L'ajout de construction, on a élargi au maximum les bâtiments et c'est des systèmes qui doivent être pris en compte. Voilà. Alors, une fois qu'on a réfléchi à tout ça et une fois qu'on a essayé de mettre tous ces systèmes en place, alors j'ai oublié un petit détail sur l'effet vent. Hein, l'effet vent, c'est un peu le contraire. En été, on va essayer de faire le contraire de ce qu'on fait en hiver. En hiver, on amène l'air frais par au-dessus. En été, on va essayer d'amener au maximum l'air frais par en dessous, au niveau des vaches. C'est à ce moment-là qu'on va créer un courant d'air. On va essayer de créer un mouvement d'air au niveau des vaches, pour essayer d'exporter au maximum les calories. Hein, donc ça, c'est un petit point de vigilance à faire. C'est par exemple quand vous achetez des filets, prenez plutôt des filets qui ont tendance à descendre, hein, parce que vous pouvez descendre de plus en plus plutôt que le contraire, les filets qui montent. Hein. On essaye d'avoir au maximum en été un maximum de courant d'air au niveau des animaux. Hein. C'est déjà une observation aussi que vous pouvez faire aujourd'hui dans vos bâtiments, hein, fréquemment. J'ai des éleveurs qui me disent l'été, elles sont plutôt dans ce coin-là, et l'hiver, elles sont plutôt dans ce coin-là. C'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir vérifier, c'est que les conditions de ventilation du bâtiment sont homogènes partout. Hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas des zones surventilées, sous-ventilées. Hein, il faut qu'elles soient le maximum homogènes sur toute la longueur, sur toute la surface du bâtiment. Lorsqu'on a vérifié tous ces points, qui sont alimentaires, qui sont d'abreuvement, qui sont de confort des animaux, qui sont de ventilation naturelle, on va éventuellement passer à de la ventilation mécanique. Aussi peut-être dans certaines régions où on a des températures extrêmes, même la nuit, on a des canicules qui s'accumulent même de plus en plus. Lorsqu'on n'a pas réussi, ou éventuellement dans des bâtiments mal exposés, dans des fonds de vallée où on a des problèmes ça peut être un peu compliqué. Et aujourd'hui, j'en parlais tout à l'heure, dans des bâtiments qui sont excessivement larges, on a construit des bâtiments, on les a fait en largeur. Donc souvent, le premier bâtiment qui a été construit au milieu, il est plus petit, il est plus enterré. Donc il peut être assez compliqué à ventiler naturellement. On va à ce moment-là investir dans de la ventilation mécanique. Alors pour faire simple, pour résumer un peu, il existe deux types de ventilateurs. Il existe à la fois les brasseurs d'air, qui vont avoir comme fonction, eux, d'augmenter la ventilation naturelle du bâtiment, de faire mieux fonctionner la ventilation naturelle du bâtiment. Et là, on comprend tout de suite que si la ventilation naturelle du bâtiment n'est pas optimum, on va brasser de l'air chaud et ça ne va pas donner le résultat escompté. Le deuxième type, c'est les ventilateurs verticaux, des brasseurs d'air verticaux, qui eux vont avoir comme fonction principale, c'est d'amener vraiment du courant d'air au niveau des animaux, avec des vitesses qui peuvent dépasser qui doivent d'ailleurs dépasser 1 mètre seconde, 2 mètres secondes, voire 3 4 mètres secondes, lorsqu'on utilisera, j'en parlerai tout à l'heure, la brumisation. Donc ça, c'est déjà une première réflexion à avoir. À quel type de matériel est-ce que je vais acheter, dans quel type de matériel est-ce que je vais acheter, faire venir des spécialistes, des gens qui vont un peu auditer votre bâtiment et vous conseiller plutôt l'un que l'autre. Attention aussi, j'en ai déjà parlé dans la ventilation naturelle, je réinsiste sur la ventilation mécanique. Voilà, vous avez ici une belle image. Alors là, on ne voit pas trop, il y a
il y a mon ventilateur qui est ici, mais il n'y en a pas assez d'instables. Donc, grosso modo, on a quoi? On a des animaux qui se regroupent, dans des endroits, qui se regroupent les uns les autres, et on fait exactement l'effet inverse de ce qu'on voulait créer. Là, on crée exactement, là, on a exactement ce que nous voulons pas avoir, des animaux qui sont regroupés, qui sont debout les uns à côté des autres, et qui ne vont pas bouger de là d'une partie de la journée. Donc, c'est exactement ce qu'on ne voulait pas voir. Donc, quand on investit dans un matériel de ventilation dynamique, on y met le prix et on y met les ventilateurs qu'il faut. J'insisterai aussi, on a déjà assisté beaucoup sur la partie vache-tari, je vais aussi insister sur une partie un peu, c'est le parc d'attente. Le parc d'attente, c'est vraiment l'endroit le pile. Olivier nous a parlé d'ITH tout à l'heure, il nous a montré des valeurs d'ITH qui sont calculées avec les données Météo France. Ce sont des données donc, qui sont extérieures. Si on prend l'ITH d'une salle, d'un parc d'attente, ça peut être terrible. Ça peut être terrible. On est dans le stress sévère, on est dans le stress excessif pendant 2 heures ou 3 heures pendant la journée. On est dans le stress intense pour les vaches. Elles sont debout, elles sont dans un endroit mal ventilé, elles sont les unes à côté des autres, elles sont dans un endroit en fin de journée où il fait surchauffer. Donc attention, si vous avez à investir, peut-être aussi certainement même penser au parc d'attente. Voilà, donc quelques petites données sur les ventilateurs, les ventilateurs horizontaux, pardon. On a aujourd'hui des matériels, ce qu'on appelle de nouvelle génération, qui sont beaucoup plus performants en termes surtout de largeur d'action. Les autres, vous voyez, c'était 2 mètres, il fallait vraiment en mettre beaucoup. C'est pour ça qu'avec les anciens appareils, on était souvent déçus. Aussi, attention, beaucoup plus performants en termes de bruit. Ce sont des appareils là qui faisaient énormément de bruit. Je ne sais pas si vous avez déjà été toute une journée dans cet environnement. C'est assourdissant, c'est abrutissant. Pour les vaches, c'est exactement la même chose. Donc là, aujourd'hui, on a un certain nombre d'appareils qui vont schématiquement aller chercher l'air frais plutôt au nord et le ramener et le faire sortir de la stabulation par le sud. Voilà, on a les brasseurs d'air horizontaux, les flux verticaux, avec 2 types, c'est l'hélicoptère, on appelle ça classiquement, et puis ceux avec des déflecteurs, qui eux ont pour fonction, je rappelle, d'augmenter la ventilation naturelle du bâtiment. Alors pour finir, on va utiliser éventuellement l'eau. Alors attention à l'eau, c'est l'ITH, on rappelle l'ITH qui détermine l'inconfort thermique des animaux, il tient compte de l'humidité. Donc il ne faut pas accentuer le confort qu'on avait. Et j'avais un client l'autre jour qui m'a sorti une bonne formule. J'avais un hammam, maintenant j'ai un sauna. Donc, j'avais un sauna, maintenant j'ai un hammam. Pardon, j'avais un sauna, maintenant j'ai un hammam. J'ai absolument pas résolu mon problème. Donc attention, l'eau, ça s'utilise toujours avec des vitesses d'air importantes. Il faut schématiquement se dire que l'eau doit à peine tomber sur les animaux, doit tomber juste sur le dos des animaux, ne doit pas tomber par terre, et puis il doit s'évaporer tout de suite en évacuant les calories. Voilà. Donc quand on utilise de l'eau, c'est vraiment quand on a vraiment réfléchi toutes les étapes, on utilise des ventilos, on le coupe avec un système de ventilation. Alors il existe différents systèmes, la brumisation, où là on va avoir un peu de consommation, on va avoir moins de consommation d'eau. Attention, il existe des systèmes haute et basse pression. Attention aussi aux zones de rassemblement, j'en ai parlé tout à l'heure aussi sur les ventilateurs. Attention aux zones où les animaux pourraient éventuellement se concentrer pour profiter de la fraîcheur. Et puis il existe des systèmes de douchage où on va carrément mettre l'eau sur les animaux, mais je rappelle toujours avec une ventilation optimum derrière. Et puis attention peut-être à la consommation d'eau. Donc voilà, on arrive au bout de notre exposé. Donc on va répéter ici. Alors aussi, ça aussi important, avant de commencer, ce sont des choses qui peuvent s'anticiper. C'est des choses aujourd'hui qui peuvent se réfléchir. Aujourd'hui, vous pouvez commencer à réfléchir. Ce n'est pas le jour, le matin où on annonce canicule pour l'après-midi qu'on s'inquiète de ça. C'est aujourd'hui peut-être, parce qu'on a vu un peu dans le diapo d'Olivier, dans le schéma d'Olivier tout à l'heure, il y a des stress sévères, on le ressent aussi, on les voit, on le ressent aussi, on les voit. Mais aussi, on a de plus en plus une accumulation de stress tout à fait léger, de petits stress, de stress légers qui s'accumulent au fil des jours, au fil des mois et qui sont assez pénalisants. Et sur le diagramme d'Olivier tout à l'heure, on voyait que ça commence au mois de juin et ça finit grosso modo aujourd'hui au mois de septembre. Voilà, donc en synthèse, on va se rappeler et on va prendre les choses dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'on va, pour conclure, on va d'abord vérifier l'abreuvement. On va aussi adapter après l'alimentation des animaux, on va vérifier leur confort, on va améliorer la ventilation naturelle du bâtiment, on va limiter le rayonnement direct et indirect, et puis une fois qu'on aura fait ça, une fois qu'on sera arrivé à ça et que la situation n'est pas encore optimale, à ce moment-là, on pensera à la ventilation mécanique, on pensera à l'installation de brumisateurs ou de douchage des animaux. Voilà,
merci de nous avoir écoutés. Donc vous avez ici 2 belles vaches bien installées, vous voyez, une alimentation correcte, un abreuvement qui m'a l'air optimum, et puis de l'ombre, parfaitement. Oui, le commentaire est là, ils ont écouté les référents littoraux. Voilà, merci à vous de nous avoir écoutés et on écoute vos questions maintenant. Merci. Jean-Pierre Olivier. Et effectivement, on aurait pu vous retrouver dans ces sièges. Hein, ça aurait été l'idéal. Alors, merci pour cette intervention, très belle intervention. Bravo Jean-Pierre pour cette deuxième intervention de la journée. Il fait très chaud dans la pièce. C'est une belle performance. Alors, on parle de stress thermique, tu vois, je suis en plein dedans. Exactement, le stress thermique, il est aussi dans la pièce. Je vous redonne l'information. Cette vidéo sera en replay sur le site Littoral Normand. Aurélie va vous mettre le lien dans le chat tout de suite. Les questions commencent à tomber. Alors, une première question de Cécile. Alors, je vous laisse, Jean-Pierre et Olivier, choisir qui répond aux questions, d'accord? Alors, une question de Cécile. Pour les éleveurs non équipés avec les outils Medria, y a-t-il d'autres solutions ou applications pour mesurer l'ITH? Oui, tout à fait. Donc, il existe notamment Thermotool, un outil développé par le groupe CCPA qui vous permet de diagnostiquer l'ITH, et également le groupe Philéo, ex le SRAF, a une application gratuite pour mesurer l'ITH. Je rajouterais aussi, vous avez aujourd'hui des thermomètres, où vous pouvez avoir la température et l'humidité. Vous tapez sur Internet, vous trouvez un tableau croisé avec température et humidité, et vous trouvez votre valeur d'ITH, avec des notions de couleurs qui vous indiquent si vous êtes plutôt dans un stress sévère, un stress modéré ou un stress léger. Alors éventuellement, on a parlé d'ITH, l'ITH avec des données Météo France. N'hésitez pas aussi à calculer l'ITH dans vos états ou dans vos nurseries. Dans vos nurseries, n'hésitez pas à prendre température, humidité et à regarder sur un abac, ça se trouve assez facilement, dans quelle valeur d'ITH vous pouvez vous trouver. Merci. Une autre question de Thibault. Existe-t-il des peintures qui réfléchissent la température des évérites? Peindre le toit en blanc, point d'interrogation. Alors, il existe en tout cas des peintures pour les translucides. Ça oui, ça j'ai pu le constater. On repeint les translucides avec des peintures que les maraîchers utilisent sur leurs serres, si vous voyez. Donc attention quand même aux conditions d'application de ces peintures. Mais on peut utiliser ce genre de peinture. Alors, repeindre tout un toit en blanc, ça, personnellement, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Mais en tout cas, les translucides, oui. Ça permet de diminuer le rayonnement direct, en tout cas, et de garder de la luminosité dans le bâtiment. Parce que il ne faut pas non plus tout fermer. Il faut qu'on ait une certaine luminosité dans le bâtiment. Il faut que ce soit agréable pour les animaux et pour nous, et qu'on puisse y travailler. Donc oui, les peintures type maraîcher, qu'ils utilisent sur leurs serres sur les serres, oui. Très bien, n'hésitez pas à nous remettre des précisions si vous voulez, enfin à nous reposer la question si vous voulez encore plus de précisions. Alors, une autre question de François. Y a-t-il un écart entre bâtiment logette sur Caillebotis et air paillé? Bonne question, je dirais a priori non. A priori non, ça dépend, même si on peut imaginer que le Caillebotis va probablement, ça dépend vraiment de la ventilation, du confort de vos animaux et vraiment de la ventilation, au départ en tout cas de la ventilation naturelle de votre bâtiment et du confort que les vaches ont à fréquenter, soit une aire paillée, soit un Caillebotis ou les logettes. Ça dépend vraiment de la structure et ça dépend aussi du positionnement. Peut-être aussi, il n'y a pas deux bâtiments qui ventilent en France de la même façon. Il n'y a pas deux bâtiments, ça dépend de leur orientation, ça dépend de leur chargement, ça dépend de tas de choses, de l'environnement aussi. Vous avez une haie, vous n'avez pas de haie, vous êtes au-dessus d'une colline, vous êtes en dessous, vous êtes dans la vallée, ce n'est pas la même chose du tout. Donc voilà, je ne pense pas qu'on puisse faire une différence entre paillot et logette ou même Caillebotis. Tu es en train de nous dire, peu importe le système, il faut que la ventilation soit raisonnée en fonction de ce système. C'est la ventilation qui compte et je ne pense pas qu'elle soit liée directement
au système de logement. Très bien, merci Jean-Pierre. Une autre question de Cécile. Pour le thermosan, quand est-il nécessaire de l'utiliser? Combien de temps en amont faut-il le mettre en place? Donc, ce qu'on vous conseille, c'est de le démarrer, d'anticiper un petit peu, donc 3-4 jours avant les fortes chaleurs annoncées. Avant, ce n'est pas nécessaire, hein, puisqu'il est composé donc énormément d'électrolytes, donc les électrolytes ne se stockent pas dans les animaux. Mais en amont des fortes chaleurs annoncées, on vous conseille de l'utiliser 3-4 jours avant. Alors après, dès quand l'utiliser? Donc on voit que dès les THX 68, nos animaux sont en stress léger. Nous, on a formulé le thermosan pour qu'il soit utilisé dès les stress modérés, donc l'étape supérieure à autour de 100 grammes, 150 grammes. Merci Olivier. Ah, une question de François. Le fait de fractionner au-delà de 2 repas la distribution apporte-t-il plus d'impact positif que 1 à 2 distributions par jour? Excuse-moi, tu peux répéter la question? Ouais, le fait de fractionner au-delà de 2 repas la distribution apporte-t-il plus d'impact positif que 1 à 2 distributions par jour? Non. Non, parce qu'en fait, si vous voulez, plus on va augmenter la fréquence des repas, plus on va avoir des pics d'ingestion. Et les pics d'ingestion, si vous voulez, ça va provoquer énormément de production de chaleur au niveau du rumen. Donc nous, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt, donc si vous êtes en une distribution, distribuez le soir, comme ça le repas principal se fait, enfin le repas se fait en fin de journée, voire même la nuit, au moment où il fait moins chaud, donc l'animal souffre moins du stress thermique, et comme ça la digestion qui provoque naturellement énormément de chaleur, sera moins négative pour l'animal. Mais le fait d'augmenter 3 voire 4 la fréquence de distribution n'aura aucun impact en plus sur les animaux. Merci Olivier. Une question de Dany. Le HLI est-il plus intéressant que le THI? L'apport d'eau risque-t-il de faire chauffer plus rapidement la ration? Alors, je commence à HLI. Voilà. Oui, c'est évidemment ça. C'est un indicateur beaucoup plus précis en termes de mesure de l'inconfort de vache, de mesure du stress thermique. Sauf qu'il est évidemment plus compliqué à mesurer, notamment la partie, parce qu'il tient compte. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a mis l'humidité et température. Pour le HLI, on rajoute le rayonnement et on rajoute la vitesse du vent. La vitesse du vent, c'est des ventilations qu'on a vues qui vont à 1, 3, 4 mètres secondes. Donc c'est déjà pas facile à mesurer. Et le rayonnement, c'est encore plus compliqué à mesurer. Aujourd'hui, par exemple, vous faites une mesure. Il y a des nuages, il n'y a pas de rayonnement aujourd'hui. Si vous arrivez pour faire votre mesure de rayonnement avec un thermomètre c'est à fond noir, on appelle ça, à globe noir, et bien si vous arrivez, il y a un gros nuage qui passe, voilà, votre mesure, votre information est erronée. Voilà, donc votre observation est erronée. Donc c'est plus précis, oui, mais c'est plus compliqué à mesurer. Voilà. Le THI, c'est quelque chose qui est assez simple. On a un thermomètre, on a de l'humidité relative, et puis on a un tableau et on regarde à peu près où on se trouve dans le tableau. Voilà. Donc, je vais répondre à la deuxième question qui est: est-ce que l'apport d'eau risque de faire chauffer ma ration? Donc, en fait, non. C'est une très bonne question parce que c'est une question qu'on a chaque fois de la part des éleveurs. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'on apporte l'eau dans la ration a tendance à se compacter, à prendre en masse. Et donc, du coup, l'air ne peut pas rentrer dans la ration. Et donc, du coup, on n'a aucun risque d'échauffement de la ration. Ce qui en témoigne le mieux, c'est nos élevages qui ont démarré le nouveau système compact feeding, où on met énormément d'eau dans les rations. Là, en plein été, on n'a aucun échauffement de la ration. Au contraire, les rations sont même plus stables, puisqu'on a vraiment une ration qui est vraiment prise en masse, aucune pénétration d'air possible dans la ration, donc aucun échauffement possible. Est-ce que tu peux nous dire, Olivier, combien il faut ajouter d'eau dans la ration? Alors, bonne question. Nous, ce qu'on conseille, c'est démarrer au moins 3 voire 4 litres d'eau par vache et par jour. Et on peut monter, je dirais, tant qu'on voit un effet positif sur l'ingestion, on peut monter. Moi, je sais que par expérience, j'ai des clients qui sont déjà montés à 7-8 litres d'eau par vache et par jour. Donc, tant que l'apport d'eau est suffisamment absorbé par les aliments de la ration, je dirais, on peut monter à des quantités d'eau jusqu'à 7-8 litres d'eau. Alors, après, le système compact feeding, c'est encore autre chose. Là, on est plutôt sur des 10 à 15 litres d'eau par vache et par jour. Mais en système classique, vous pouvez démarrer à 3-4 litres d'eau par vache et par jour, et pourquoi pas monter si vous voyez monter tant que vous voyez des gains de performance d'ingestion sur vos animaux.
Très bien, merci. Olivier, une question. Faut-il isoler la toiture? C'est Jean-Pierre. C'est moi ça. Bonne question. Je veux bien que tu enlèves ton masque, Jean-Pierre. Tu veux que j'enlève mon masque? Oui, on t'entend mieux. On me demande de l'enlever. Bonne question. Alors, sur les vaches, la stabilisation ogivale, je dirais non. Il n'y aura pas de plus-value à amener ça. Le bâtiment est trop grand, trop volumineux, trop haut. Par contre, oui, on n'a peut-être pas assez assisté aussi sur les veaux qui peuvent souffrir du stress thermique. Alors, peut-être oui, dans la nurserie. Peut-être dans la nurserie, il y a peut-être un intérêt sur des bâtiments qui sont un peu plus bas, qui sont moins hauts. Peut-être qu'il y a un intérêt à isoler la toiture avec des matériaux isolants pour permettre justement d'empêcher d'avoir cette chaleur qui rentre par le toit, par le rayonnement sur le toit. Je dirais non, donc non pour la stabule, c'est trop haut. Les bâtiments aujourd'hui en Normandie sont beaucoup trop hauts. Et puis, oui, peut-être à réfléchir sur les nurseries. Ok, merci Jean-Pierre. Une question de Thibaut. Mettre de l'eau jusqu'à quel pourcentage de matière sèche de la ration? Je pense que c'est Olivier. Ouais. Donc, en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on commence à avoir des baisses d'ingestion au-delà 43, 44, 45% de matière sèche de la ration. Après, descendre en dessous 37-38% de matière sèche dans la ration, on n'aura plus de gain de l'ajout de l'eau. Voilà. Donc, retenez jusqu'à 37-38% de matière sèche de la ration. Alors, ce n'est pas une valeur vraiment, ne retenez pas cette valeur comme vraiment une valeur fixe, puisque dans certains élevages, ça va dépendre vraiment des animaux. Des fois, c'est 40, dans d'autres élevages, des fois, ça va être 35%. Donc, c'est vraiment, en moyenne, retenez 37-38% de matière sèche. Alors, une question qui n'est pas facile à répondre pour un Normand. Les caprins, c'est une question de Dany. Les caprins sont-ils moins sensibles au stress thermique que les bovins? Je dirais que oui. Alors, je dirais que oui, puisque les caprins, du part de leur volume, notamment leur appareil digestif, aujourd'hui la vache laitière c'est quand même un radiateur sur pattes, et parce qu'elle a un rumen qui produit énormément de chaleur. Donc moi je dirais que oui, les caprins sont moins sensibles au stress thermique via leur physiologie en fait, de la digestion. Mais à confirmer avec nos collègues experts caprins, mais je dirais que oui, a priori oui. Si dans les participants, il y a quelqu'un qui a une réponse, il peut sans hésiter nous donner son avis. Vincent, je pense que tu peux nous retrouver. On va pratiquement terminer cette séance. Je crois que tu avais une question, Vincent. Oui, j'avais une question sur le stress thermique par rapport aux races. Est-ce qu'il y a des races qui sont plus ou moins sensibles au stress thermique? Parce que toutes les races n'ont pas des lunettes. Alors, pour répondre à votre question, Vincent, en fait, non, c'est pas lié à la race, mais c'est lié plutôt au niveau de production. En fait. Plus nos animaux ont un niveau de production élevé, plus ils vont être sensibles au stress thermique. Et ce n'est pas la race en tant que telle, c'est vraiment le niveau de production qui va faire la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous souhaitez en découvrir plus, abonnez-vous sur notre site. Vous lâchez un petit pouce bleu. À bientôt.